Aujourd'hui, je voulais faire ici une réflexion sur l'utilisation du renseignement dans la guerre, n'est-ce pas? Quand on parle d'intelligence, il est clair qu'il s'agit de cet ensemble d'informations que l'on obtient à travers une analyse plus approfondie des formations des antécédents, n'est-ce pas, de toute la documentation qui entoure votre ennemi et aussi de l'espionnage, n'est-ce pas, qui provient directement de l'action à l'intérieur du territoire ennemi et aussi aujourd'hui du recensement au-dessus et sur les côtés de l'ennemi. Eh bien, on a vu que depuis le 28 février, ça fait maintenant plus d'un mois, n'est-ce pas? Oui, la guerre a pris des tournants très importants, n'est-ce pas? Des tournants vraiment décisifs. Jusqu'à présent, je dis ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vu au début de la guerre une riposte iranienne presque immédiate contre les bases américaines, là-bas au Moyen-Orient. Partout, surtout dans les États du Golfe. Et après cela, on a vu la fermeture du détroit d'Ormuz. Pendant quelques jours, l'Iran avait vraiment fermé, puis il a établi une politique pour, disons, un contrôle de la fluctuation. Flux, pas une fermeture totale, mais un contrôle très clair du flux du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Et cela a fait augmenter considérablement le prix du pétrole. En gros, ça a pratiquement doublé. Pas littéralement, mais ça a presque doublé. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu au-dessus de 100 $, mais c'est descendu à 65, n'est-ce pas? Avant la guerre. Et on a une autre menace, un autre scénario qui est l'attaque contre les usines de dessalement des pays du Golfe. Alors que se passerait-il si, soudainement, l'infrastructure de dessalement de l'eau de mer des pays du Golfe était attaquée, n'est-ce pas? Une attaque contre cette infrastructure. Cela déclencherait une crise humanitaire, n'est-ce pas? Une véritable crise. Avec des millions de personnes qui devraient être déplacées de cette région-là. Pourquoi? Car il n'y aurait pas d'eau pour tous, les rivières y sont insuffisantes. Donc il ne pleut pas assez. Alors l'eau potable doit venir du dessalement. L'Iran utilise aussi largement le dessalement. Donc c'est un grand risque pour toutes les parties. Mais c'est là que vient ma remarque d'aujourd'hui concernant l'utilisation de l'intelligence. On sait qu'Israël, depuis des décennies, n'est-ce pas, est déjà entré dans le système de défense là-bas. Dans le système défensif iranien, n'est-ce pas, dans le système des forces armées iraniennes, et ils y ont installé leurs agents, n'est-ce pas? Mais ce qui est montré récemment, c'est le pardon. C'est que plusieurs aspects de l'auto-planification iranienne n'ont pas été découverts par ces agents. Ou, plus préoccupant encore, ils ont été découverts par ces agents. Et cette information a simplement été écartée, n'est-ce pas? Elle a été écartée, pour une raison quelconque. Eh bien, la première grande référence à la valeur du renseignement dans la guerre vient de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Un livre écrit avant Jésus-Christ dans l'Antiquité qui soulignait déjà très clairement, noir sur blanc, A plus B, l'importance du renseignement dans la guerre. N'est-ce pas? Sun Tzu dit littéralement que le renseignement est l'art de vaincre sans combattre. Se concentrer sur l'anticipation, la connaissance approfondie de l'ennemi et de soi-même, la manipulation du contexte pour éviter l'affrontement direct. La suprématie consiste à vaincre l'adversaire en utilisant la stratégie, l'intelligence et la subtilité, pas la force brute. Et il poursuit en disant que les principaux concepts du renseignement sont la connaissance totale, c'est-à-dire connaître l'ennemi et se connaître soi-même. Et par conséquent, ne pas avoir à craindre le résultat des batailles, n'est-ce pas, même s'il y en a 100. L'espionnage et l'information. La valorisation des espions pour connaître les intentions et les capacités de son ennemi. La guerre psychologique et la tromperie qui consistent à faire croire à l'ennemi que vous êtes faible alors qu'en réalité vous êtes fort, ou que vous êtes loin alors qu'en réalité vous êtes proche. Évitez le combat direct.
La victoire suprême consiste à neutraliser les plans de l'adversaire avant même qu'il ne combatte. En utilisant la diplomatie ou la pression stratégique. Enfin, la maîtrise de soi et l'adaptation, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, le contrôle émotionnel. Ne pas agir de façon impulsive et s'adapter aux changements du contexte. Pendant que je te parlais de ces 5 préceptes de l'intelligence de Sun Tzu, as-tu réussi à voir un lien avec certains des événements actuels dans ces préceptes qui datent de plus de 2000 ans? Tu as réussi. As-tu remarqué quelque chose de changé? Prenons quelques exemples historiques. Voilà. Là-bas, en 1941, il s'est produit ce qui est peut-être la plus grande perte due à un manque d'interprétation ou simplement au rejet de renseignements dans l'histoire de la civilisation humaine. Pourquoi? Parce que de nombreux indices clairs, beaucoup d'entre eux, montraient que les Allemands se préparaient à la frontière soviétique pour envahir l'Union soviétique. Et d'une certaine manière, cela n'a finalement pas été utilisé. Cela n'a pas abouti à une alerte pour l'armée rouge. Le chef de la direction centrale du renseignement à cette époque était le général Philippe Gallikov. Et Gallikov, il a décidé, n'est-ce pas, les archives historiques ne sont pas très claires, si c'est lui qui a décidé personnellement, que ces avertissements, que ces rapports, tous indiquant une concentration très dense d'Allemands à la frontière, ne signifiaient rien, n'est-ce pas, de réel, ou si Joseph Staline a décidé personnellement d'ignorer les rapports de Philippe Gallikov. On ne le sait pas. La carrière de Gallikov pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale est aussi très controversée. Elle s'est marquée par des accès de désespoir, de lâcheté, particulièrement à Stalingrad. Mais lui, curieusement, il survit à la purge de Staline en 1941 qui a fait de nombreuses autres victimes parmi les commandants militaires. Et Gallikov arrive au début des années 60 et il est promu maréchal de l'Union soviétique. Mais il était un adversaire direct de Georgi Zhukov, et il profite de la deuxième grande éviction de Georgi Zhukov pour pouvoir manœuvrer la haute direction politique de l'Union soviétique et obtenir une promotion au rang de maréchal de l'Union soviétique. Bien qu'il soit le seul maréchal de l'Union soviétique à avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale sans l'étoile de héros de l'Union soviétique, il n'a jamais eu cette reconnaissance de l'État soviétique. Et je relisais récemment, je relisais ceci, tu vois. Je relis en ce moment Tigre dans la boue d'Otto Carius. Et je suis tombé ici sur un passage que j'aimerais utiliser dans cette vidéo d'aujourd'hui, pour pouvoir justement parler d'une autre grande défaillance du renseignement, n'est-ce pas? Sur l'image ici, c'est selon les mémoires de l'un des plus grands commandants de chars de l'histoire, n'est-ce pas? D'un gars qui a vraiment vécu le front de l'Est. Du premier au dernier jour, il a été impliqué au cœur des combats contre la Russie. Et il a tout raconté dans son livre, n'est-ce pas? Alors, regardez ce que Carius, quand il était encore caporal, n'est-ce pas, chargeur sur un Panzer 38T pendant l'opération Barbarossa. Ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a laissé ici comme témoignage. Quand son unité a rencontré les premiers chars T-34. Le T-34, un char moyen, considéré par beaucoup comme le char le plus équilibré de la Seconde Guerre mondiale, combinant ainsi puissance de feu, agilité et blindage. Il a commencé à être fabriqué l'année précédente, en 1940, mais c'était une véritable surprise. Pour les Allemands, qui ont mené la plus grande opération d'invasion militaire de l'histoire, avec un service de renseignement assez défaillant en Union soviétique. Très réduit, presque nul. Pour vous dire la vérité, avec une croyance, n'est-ce pas, basée sur l'idée que si je donne un coup de pied dans la porte, tout le château va s'effondrer. On va écouter ce que Carius a dit.
Un autre événement qui nous a frappé comme une tonne de briques. Les Russes sont apparus pour la première fois avec leur T-34. Quelle surprise ça a été! Une surprise totale. Comment était-il possible que ceux d'en haut n'aient eu aucune idée de l'existence de ce char supérieur? Le T-34, avec son bon blindage, sa forme idéale et son magnifique canon long de 76 mm, était universellement redouté. Et il représentait une menace pour chaque char allemand jusqu'à la fin de la guerre. Que devions-nous faire face à ces monstruosités qui étaient à lancer contre nous en quantité toujours croissante? Tout ce que nous pouvions faire, c'était essayer de frapper à la porte avec nos canons. Il fait référence au canon des Panzer 38T qui était un de 37 mm. À l'intérieur, les Russes pouvaient tous jouer aux cartes sans se soucier de rien. Si nous avions de la chance, nous pouvions toucher le T-34 à la tourelle, à l'anneau de la tourelle et la bloquer. Ou, avec encore plus de chance, si nous pouvions, tirer un coup qui le rendrait inefficace au combat. Ce n'était certainement pas une situation très positive. Nous savons que le T-34 a été la pire surprise que les Allemands ont eue en Union soviétique, et qu'il a été le char le plus produit de la Seconde Guerre mondiale. Parce que toute sa chaîne de montage a été déplacée, n'est-ce pas, vers l'Oural, à Tcheliabinsk, Tankograd, la ville des chars, qui a continué à les produire en immense quantité, même après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la réponse précipitée des Allemands à l'émergence du T-34 fut le char Tigre Prime, dont le développement a été entièrement accéléré et qui, par conséquent, a abouti à un véhicule présentant de graves défauts mécaniques. Le véhicule que d'ailleurs Otto Ottokarius lui-même utiliserait, n'est-ce pas, au cours de sa brillante carrière de commandant de char, mais qui a échoué en tant qu'élément, n'est-ce pas, pour tenter de changer le cours de la guerre. Il a échoué parce que sa mécanique était vraiment très défaillante. Alors, quelle réflexion pouvons-nous tirer des préceptes de Sun Tzu dans ces deux scénarios que je vous ai montrés? Premier scénario du maréchal Galikov. Il y a eu une ignorance totale, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'ignorance, mais plutôt un rejet total de la valeur de ces rapports de renseignement qui indiquaient une invasion allemande. Autrement dit, tous les rapports ont été ignorés. Et dans le deuxième cas, celui d'Ottokarios, vous avez une décision politique extrêmement importante, celle d'envahir l'Union soviétique, prise sans une base de renseignement solide, ou presque inexistante comme je vous l'ai dit, basée sur des préceptes. J'obtiens la force. Donc revenons à ce cas des avions américains sur la base de Prince Sultan, là-bas en Arabie Saoudite, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs. On a vu les dégâts qui ont été causés à différents ravitailleurs, n'est-ce pas? Et la destruction de l'E-3 Sentry. Et il faut dire que tous ces avions étaient bien serrés là, tu vois, bien serrés. Tous ailes contre ailes sur cette base extrêmement centrale et importante en Arabie Saoudite. Et tu sais à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la VVS aux forces aériennes soviétiques, toutes positionnées très serrées sur les terrains d'atterrissage près de la frontière, le premier jour de la Barbarossa. Rapport sur le bureau de Philippe Galekov. Savez-vous que l'armée de l'air des États-Unis a en effet un manuel de directives qui stipule précisément ce que l'armée de l'air doit faire en cas de guerre,
en cas de se retrouver soudainement dans une situation de guerre avec une puissance voisine. Que ce manuel, que cet ensemble de directives, il dit clairement que les avions doivent être dispersés sur des bases voisines et constamment déplacés, changés de base pour tromper l'ennemi. Alors tu me demandes, pourquoi ces avions sont-ils restés tous alignés, aile contre aile, après 30 jours de guerre? Ailé contre ailé, sur la même base. Les rapports de renseignement ont été ignorés. L'utilisation classique, l'utilisation doctrinale du renseignement et toutes les procédures qui en découlent ont été ignorées. On sait que le comportement des forces armées d'un pays est cyclique, n'est-ce pas? Oui, un moment de gloire, un moment de succès. Il imprègne la vie de cette force pendant des décennies ensuite. Nous avons gagné, nous sommes invincibles, nous sommes imbattables. En même temps, un moment de défaite, un moment d'échec, imprègne aussi cette force pendant des années et peut provoquer des changements drastiques, n'est-ce pas? Pour que cela ne se reproduise pas. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Quelle période vivons-nous en ce moment? Et quel est le rapport avec le bon usage de l'intelligence? Dis-le dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis, mais aussi mets-nous un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici, je te remercie encore une fois pour ton audience et une grosse accolade de la salle de guerre.